Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais analyser le portefeuille d'un abonné et je rappelle que je suis pas conseiller financier donc mes commentaires sont pas à voir comme des conseils. Et c'est parti, on démarre. Alors je vous lis un petit résumé de l'email qu'il m'a envoyé. Donc je suis un étudiant en droit de 20 ans et je suis arrivé sur les marchés en juin 2023 pendant que j'étais employé de mairie dans le sud-est près de Monaco. Pendant cette période, j'avais plein de temps à consacrer à me renseigner sur les marchés, après avoir été découragé par mon père qui est catastrophiste, et ma mère qui pense que quand on achète une action Total Energy, on leur donne de l'argent pour financer la misère dans le monde. Ça, c'est des choses qui arrivent assez couramment, je pense surtout en France, parce qu'il n'y a pas du tout de culture du business et de l'investissement. Et malheureusement, quand on fait ce genre de truc, souvent la meilleure stratégie, c'est de ne pas en parler pendant longtemps tant qu'il n'y a pas de résultat. Malheureusement. Donc tout d'abord, je tombe dans le panneau de certains influenceurs spécialisés dans les dividendes. Puis c'est grâce à Zone Bourse et ses playlists diverses et variées que j'ai pu commencer à faire de réelles analyses financières où je regardais les fondamentaux de l'entreprise, et non de stupides dividendes qui ne sont qu'une manière d'allouer ce qui est important, c'est-à-dire les bénéfices. Là-dessus, je suis d'accord qu'il y a un gros excès d'attention sur les dividendes. Et le sujet, c'est pas de dire que les dividendes c'est mauvais, c'est pas mauvais, c'est comme il dit, c'est un choix d'allocation de capital. Le problème souvent, c'est plus d'avoir une stratégie qui est totalement centrée autour du sujet du dividende, alors que, par exemple, très souvent, on aurait des bien plus gros dividendes au moment où on en a besoin, ça dépend quand on commence à investir, mais peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on aurait des bien plus gros dividendes à ce moment-là, si aujourd'hui on investissait dans des boîtes qui en versent pas ou peu. Et en effet, je pense que plutôt que de se concentrer sur les dividendes, c'est mieux de se concentrer sur les bénéfices, et même plus précisément le free cash flow, qui peut en partie ou totalement du coup être versé sous forme de dividendes, mais qui aussi est souvent mieux utilisé lorsqu'il est réinvesti par exemple dans la boîte. Et à la limite, quitte à avoir une stratégie qui est quand même très centrée sur les dividendes, vaut mieux se préoccuper de la croissance du dividende plutôt que de s'occuper du montant du dividende, où souvent quand on a un rendement du dividende qui est très élevé, souvent ça sent le value trap. Et malgré un gros dividende, on peut se retrouver quand même à perdre au niveau du cours de l'action. Mais voilà, perso, mon avis, c'est plutôt de simplement s'en foutre du dividende et de plutôt monter un niveau au-dessus et s'occuper plutôt du free cash flow. Et c'est ce qui revient aussi le plus souvent quand on s'intéresse aux meilleurs investisseurs. Donc ensuite, tu me dis, c'est grâce ensuite à Mathieu Louvet que j'ai toujours gardé une poche plus ou moins importante d'ETF, sachant qu'il est très difficile de battre le marché. Ok. Sur Trade Republic, il faut commencer par passer 5 ordres pour obtenir le cadeau de bienvenue. J'achète donc 100 € de Air Liquide, LVMH, Alphabet, Microsoft et Amazon. Par ailleurs, j'ai déjà 9000 € d'économie de toute ma vie, anniversaire Noël, et j'ai travaillé durant ma terminale comme prof de trampoline, que je dois mettre sur le marché. Sachant qu'il faut faire du DCA, je fais un plan d'investissement un peu foireux. J'achète du MSCI World et du Nasdaq, un ETF pays émergent, un ETF Physical Gold, un ETF High Yield Bonds et un ETF Russell 2000. Mais là-dessus, pour un plan d'investissement un peu foireux, je dirais quand même qu'on a vu plus foireux pour des premiers achats. Après, si moi j'ai pas d'ETF, mais si je devais à un moment donné, si je décidais de prendre aussi des ETF, je pense que moi je ferais juste ETF S&P 500 et c'est tout quoi. ETF S&P 500 tous les mois sans réfléchir. Ou pourquoi pas MSCI World, mais c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt moi de diversifier les types d'ETF. Donc ensuite tu nous donnes tes critères que tu utilises pour choisir une action. Donc on va voir si j'ai les mêmes ou pas et s'il y a des différences. Donc d'abord tu veux des entreprises qui n'ont pas de dette. Il y a peu de manières de perdre 100% de son investissement en bourse et acheter une entreprise très endettée en est un. Donc ça je suis d'accord, j'ai exactement les mêmes critères, donc je cherche des boîtes qui peuvent les rembourser leur dette en moins de 3 ans de free cash flow. Ensuite, tu veux des boîtes en croissance. Si pas de croissance, ça doit se justifier par une valorisation ridiculement faible. Je valide également, sachant que de toute façon la performance d'une action, c'est une combinaison de la croissance de son free cash flow par action et de l'évolution de son multiple de valorisation. Donc si une boîte n'a pas de croissance, le seul moyen de gagner de l'argent, c'est de l'acheter vraiment ultra pas cher. Et ensuite d'attendre que son multiple de valorisation remonte. Mais sinon, le meilleur moyen, c'est effectivement, si tu veux une croissance du coup de l'autre composante, donc du free cash flow par action, c'est que la boîte soit en croissance au niveau de son chiffre d'affaires. Donc j'ai aussi le même critère. Ensuite, tu nous dis, idéalement, je veux un ROE satisfaisant. Là-dessus, je dirais que tu dis idéalement, donc ça sous-entend pour moi que c'est un petit peu secondaire, que c'est un bonus. Là-dessus, pour moi, le ROE, c'est limite le critère primordial. Parce que si tu as une bonne croissance et que tu as un ROE qui est bof, souvent tu vas avoir soit de la dette, soit de la dilution, ou bien les deux. Donc une croissance élevée et un ROE élevé, et pas de dette et pas de dilution, ça veut dire que la boîte elle est capable de croître en organique, donc de faire croître sa valeur. C'est les boîtes qu'on appelle les compounders, donc qui sont capables de faire croître exponentiellement leur valeur intrinsèque. Et aussi si je fais un peu le bilan de
tous les livres d'investissement que j'ai lus jusqu'à aujourd'hui, un point vraiment qui revient de manière systématique, c'est que vraiment le critère primordial, c'est le ROE. On peut aussi utiliser le ROIC ou le ROCE, etc. Mais voilà, les ratios de profitabilité, pour moi, je le mettrais en non négociable. Ensuite, donc tu veux une croissance du free cash flow qui est supérieure à la croissance du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'il y a du coup une amélioration des marges, donc effectivement c'est l'idéal, c'est le mieux. Si on en revient à ce qui crée la performance d'une action, le principal c'est le free cash flow par action, donc le free cash flow, et donc si la boîte arrive à améliorer la marge du free cash flow, le free cash flow va croître plus vite que le chiffre d'affaires, et donc la performance de l'action sera meilleure. Ensuite tu nous dis, j'accorde peu de valeur à la valorisation. Pour moi, ce qui est de haute qualité se paye, bien sûr si la valorisation extrême se base sur une année ridicule comme Nvidia, non. Mais si la valorisation extrême se base sur 10 ans de croissance immense comme Visa, ça se comprend. Alors ça tombe bien que tu dises ça, parce que j'ai aussi beaucoup de commentaires qui me disent à peu près la même chose. Donc ils s'en foutent un peu de la valorisation, et que ce qui est de haute qualité se paye. Et je pense qu'il y a une petite confusion. Parce que quand on dit ça, on sous-entend que la valorisation c'est quelque chose d'absolu. Donc par exemple, un PER inférieur à 15, ce serait pas cher. Un PER au-dessus de entre 15 et 20, ce serait normal, et au-dessus de 20, ce serait cher. Et donc si par exemple on voit Visa à un PER de 22, ça voudrait dire que dans ce cas, on se dit, donc Visa, elle est chère, mais c'est pas grave parce que c'est Visa. Et je pense que c'est pas la bonne manière de voir les choses. La valorisation, c'est quelque chose de relatif. Ça dépend de la qualité et de la croissance de l'entreprise. Une entreprise qui n'a pas de dette, on va être prêt à la payer un PER plus élevé que la même entreprise qui a de la dette. Une entreprise qui a une croissance de 15% par an, on va être prêt à la payer un PER plus élevé que la même entreprise, mais qui stagnerait totalement depuis 15 ans. Et donc par exemple, si on avait Visa à, admettons, 22 fois le free cash flow, la bonne conclusion pour moi, c'est pas de se dire c'est cher mais c'est pas grave, c'est de se dire que justement c'est pas cher. En fait, 22 fois le free cash flow pour Visa, c'est pas cher. Alors que 22 fois le free cash flow pour Renault, par exemple, c'est super cher. Et même d'ailleurs, un PER, je sais pas, comme par exemple 14 fois le free cash flow pour Renault, 14 c'est considéré comme un price to free cash flow qui est plutôt sous la moyenne, c'est sous la moyenne du marché historique. Pourtant, pour une boîte comme Renault, c'est cher. Donc pour moi, la notion de cher pas cher, elle est pas absolue, elle est relative à l'entreprise en question. Et donc on cherche toujours à payer pas cher, c'est juste que pas cher, pour certains business, ce sera des price to free cash flow supérieurs à 20. Et donc quand on dit ce qui est de haute qualité se paye, c'est vrai si on réfléchit en absolu, donc en termes de multiples par rapport à la moyenne, mais c'est pas vrai si on réfléchit en relatif, et je pense qu'il vaut mieux penser en relatif. Et par exemple, pour reprendre l'exemple que tu donnes de Visa, j'aurais jamais acheté Visa en 2021 au pic à 250$, mais il y a 3 ans, quand du coup son price to free cash flow était supérieur à 40, et on voit bien que la conséquence, c'est que 3 ans plus tard, les multiples sont redevenus à des niveaux normaux, voire même plutôt faibles, d'après moi, aujourd'hui. Et donc le prix de l'action est aujourd'hui quasiment identique à il y a 3 ans. Et dernière remarque sur la valorisation, je trouve que justement, en ce moment, ce discours la qualité ça se paye, la valorisation c'est secondaire pour les entreprises de qualité, etc. Je trouve que ce discours est tellement présent que je trouve que justement, il faut faire attention, et il y a des chances pour que justement la différenciation entre ceux qui ont des bonnes perfs et ceux qui n'ont pas de perfs, c'est ceux qui seront capables justement de faire attention à la valorisation et d'être patient et de ne pas acheter à n'importe quel moment, même des bonnes entreprises. Donc voilou. Ensuite, idéalement, je préfère que mes entreprises n'émettent pas de nouvelles actions, voire rachètent leurs propres actions. Donc ça, oui, j'ai le même critère que toi. Et donc, pour revenir à la logique dont je parlais tout à l'heure, free cash flow par action et valorisation, c'est ce qui va mener à la performance finale. Et donc, dans free cash flow par action, il y a par action. Et donc, si le dénominateur diminue, donc le nombre d'actions, ça va faire croître le free cash flow par action plus vite que le free cash flow. Donc, c'est avantageux pour les actionnaires. Ensuite, je souhaite que les managers soient dans l'entreprise depuis au moins 5 ans, et idéalement plus. Un manager qui fait la tournée des grosses boîtes ne m'intéresse pas. Donc ça, je pense que c'est aussi un bon critère. C'est pas un critère que j'ai de manière comme ça aussi précise. Mais effectivement, un management qui a de l'ancienneté, c'est mieux. Ensuite, je préfère les entreprises skin in the game, comme en témoignent certains choix comme LVMH, Microsoft, Amazon. Donc que le CEO ait des actions dans la boîte, et beaucoup d'actions. Ça, c'est un très bon critère aussi, donc ça permet de s'assurer que les intérêts du management sont alignés avec les intérêts des actionnaires, puisqu'ils sont eux-mêmes justement actionnaires. Et puis dernier critère, en principe je n'achète jamais une boîte qui perd de l'argent, c'est-à-dire free cash flow négatif. Et pareil, je pense que c'est aussi un très bon critère. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a de différent? Donc tu as la dette, le réduction du nombre d'actions, la croissance, le ROE sur lequel je suis un peu plus exigeant là-dessus.
Et après, tu as des critères management. Et ouais, critères quantitatifs que j'ai en plus, c'est le niveau de marge. Mais voilà, globalement, c'est des très bons critères, d'après moi. Donc maintenant, on va regarder les détails de ton portefeuille. Donc on va regarder un petit peu les positions que tu as. Donc je sors les screens. Donc premier screen, c'est la répartition globale de ton portefeuille. Donc on voit que tu as presque 14 000 euros en bourse à 20 ans. Donc déjà, c'est un bon début. Moi, j'avais un patrimoine négatif à 26 ans à cause du prêt étudiant. Donc sachant qu'en plus, les trois composantes d'un gros patrimoine, c'est combien tu investis, avec quelle performance et pendant combien de temps. Donc déjà en commençant à 20 ans avec 14 000, bah, tu optimises bien la partie durée d'investissement. Et au niveau de la répartition, on voit que tu as 5 500 euros en actions, 3 700 en ETF et 4 500 en crypto. Donc maintenant, si on regarde les positions, hop, alors on voit que ta position numéro 1, c'est le Bitcoin. Donc 1600 euros dans le Bitcoin. Alors tu m'as dit dans ton mail suivant que tu arrêtais d'investir en crypto. Et moi, mon avis sur les cryptos, c'est que c'est sûrement pas une bonne idée de le voir comme un investissement long terme. Simplement parce que pour moi, un investissement, c'est quelque chose qui a une valeur intrinsèque et donc c'est quelque chose qui génère du cash flow. Donc c'est pour ça que je considère les entreprises et l'immobilier comme des investissements. Puisque quand un actif génère un cash flow, bah, tu as automatiquement une idée approximative de sa valeur intrinsèque. Par exemple, Apple, il génère 100 milliards de free cash flow sur une année. Donc c'est une évidence et il n'y a pas besoin d'avoir une quelconque connaissance pour savoir que Apple, ça ne vaut pas 1 dollar, ça ne vaut pas 10 dollars, ça ne vaut pas 100 dollars, ça ne vaut pas 1000 dollars, ça ne vaut pas 10 000 dollars, ça ne vaut pas 100 000 dollars, ni 1 million, 10 millions, 100 millions, ni même 1 milliard. On sait tout de suite en termes d'ordre de grandeur, sans rentrer dans le détail, que Apple, ça vaut quelque part entre plusieurs centaines de milliards de dollars à 4000 milliards de dollars maximum. Et donc cette logique-là, on ne peut pas l'avoir avec les actifs qui n'ont pas de valeur intrinsèque comme les cryptos, et donc pour lesquels la valeur est totalement déterminée par est-ce qu'il y aura plus de demandes demain. Et donc moi, ça ne me paraît pas une décision rationnelle de baser son enrichissement là-dessus. Et donc je préfère le baser uniquement sur des actifs qui ont une valeur intrinsèque, qui génèrent du cash flow, et donc principalement des entreprises, donc principalement des actions. Ensuite, tu as un ETF Nasdaq, et ta plus grosse position en termes d'actions individuelles, c'est du Alphabet. Donc sur Alphabet, tu me disais, j'en ai racheté quand l'action s'est fait pourrir récemment, notamment à cause de leur IA raté. Idem, un conglomérat bien géré et encore retenu par les cordes de ses fondateurs qui ne souhaitent pas en faire un monstre. Je crois qu'à la mort des fondateurs de Google, la bête sera lâchée et on pourra avoir un Alphabet encore plus profitable au détriment des données privées. Mais bon, quitte à ce que le monde soit dystopique, autant que j'en profite. Alors j'ai pas d'avis là-dessus et j'ai pas une vision aussi diabolique de Google. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne entreprise, on l'a déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. Ensuite, tu as un ETF 1, ensuite tu as du Amazon. Donc sur Amazon, tu nous dis ma plus forte plus-value, plus 46%. J'estime simplement que ce seront les propriétaires du monde de demain. Jeff Bezos est un businessman hors pair. L'entreprise est bien gérée et je crois sincèrement qu'outre la branche AWS, la branche Amazon classique de livraison de produits pourra être particulièrement rentable. Le jour où Jeff claquera des doigts et augmentera les marges de quelques pourcents, étant donné qu'ils ont proche de 100% de part de marché dans le e-commerce. C'est possible. Après, sur le sujet de Jeff Bezos, j'ai l'impression quand même qu'il a pris un énorme recul sur Amazon et qu'il est maintenant très très peu impliqué. Il y avait une interview de lui par Lex Fridman où il disait que maintenant ça représentait une partie vraiment très faible de son temps. Il est plus CEO d'ailleurs depuis un petit moment maintenant. C'est l'ancien directeur d'AWS qui est maintenant le CEO. Et Jeff Bezos, il est principalement maintenant sur Blue Origin, où il vend régulièrement des actions Amazon pour mettre sur Blue Origin. Mais en tout cas, malgré tout ça, ça reste une très bonne boîte. Après, du coup, je serais curieux de voir, de m'informer plus précisément pour voir comment s'est passé le transfert de management. Parce qu'effectivement, je pense que Jeff Bezos, c'était un des meilleurs, peut-être un des meilleurs businessmen qui existait jusqu'à maintenant. Donc, à voir comment la passation s'est faite. Donc voilà pour Amazon. Ensuite, tu as du Ferrari. Donc Ferrari, c'est vrai que je crois qu'on l'a jamais regardé. On peut checker un petit peu les chiffres. Alors, Ferrari. Donc Ferrari qui est connu comme une boîte de qualité, hein, qui est un peu une exception dans le secteur automobile et qui doit peut-être plus être vue comme une entreprise de luxe. Donc si je regarde les critères de qualité, donc on a une bonne croissance du chiffre d'affaires à 2 chiffres annuels. Une croissance du free cash flow ici qui est un petit peu gonflée quand même. Je pense pas qu'on puisse compter sur du 23% par an. Parce que voilà, ça dépend du timing vu qu'il y a un petit peu des pics. Là, c'est parce qu'on passe de 2018 à 2023. Mais voilà, c'est quand même une bonne croissance. Un ROCE là qui paraît un petit peu faible, mais il y a 2020 qui baisse la moyenne. On est plutôt dans les 12-13% aujourd'hui, donc dans l'idéal, je cherche plus, mais on va dire que c'est correct. Ensuite, il y a un tout petit peu de dette, mais c'est totalement gérable, ils peuvent la rembourser en un peu plus d'1 an. Ils ne diluent pas leurs actionnaires, ils rachètent un petit peu d'actions, et ils ont des bonnes marges pour ce secteur, avec plus de 11%.
Donc Ferrari, entreprise de qualité. Et tu nous dis, j'aime l'ultra-luxe qui, contrairement au luxe, n'est pas du tout un marché cyclique. Seulement 20 000 clients à travers le monde, une image de marque impeccable, assurant un avenir radieux malgré une valorisation abusée. Ouais, ça par contre, Ferrari, je la trouve trop chère, donc pour ça que j'en ai pas. Ensuite, tu as du Booking, donc ça c'est une position qu'on a en commun. Sur Booking, tu dis, je me suis inspiré de ton analyse que j'ai partagée. Personnellement, je crois sincèrement à la mort de Airbnb car les gens en ont marre de devoir faire le ménage et payer 300 € de frais de ménage, les hôtels sont 100 fois mieux. Je crois ainsi sincèrement que tous les capitaux de Airbnb vont se déplacer sur Booking, de la même manière que quand Boeing a eu son accident, l'action Boeing a baissé et Airbus a monté d'autant. Alors là-dessus, même si je suis confiant sur Booking et que j'ai pas investi dans Airbnb, je suis pas non plus aussi catégorique, je pense que les deux vont cohabiter et qu'il reste quand même un public qui préfère les Airbnb et qu'aussi selon la situation, par exemple si tu pars en groupe, c'est quand même peut-être plus pratique un Airbnb, même si je suis d'accord que l'expérience entre un hôtel et un Airbnb, l'expérience hôtel je trouvais largement supérieure. Et sinon en termes d'investissement, je trouve quand même que Airbnb ça reste une bonne boîte, mais effectivement je trouve que Booking est supérieur. Ensuite tu as de l'Ethereum, puis du Microsoft. Donc sur Microsoft, tu dis j'aime les mastodontes, bien qu'un peu cher, leur approche par abonnement est à saluer et leur implication dans l'IA également. Donc ouais, Microsoft, je la mettrais dans le top tiers des entreprises de qualité, malgré des produits pourris. Et je trouve qu'en ce moment, elle est quand même par contre vraiment trop chère. Donc c'est pour ça que j'investis pas dedans. Elle est quand même à quelque chose comme 45 fois le free cash flow, et elle a trop été embarquée dans la hype de l'IA avec l'histoire d'OpenAI, etc. Donc ensuite Stellantis, ça je me suis jamais renseigné. Donc tu nous dis approche quality value ici, je trouve que c'est le conglomérat de voitures le mieux géré du marché avec des acquisitions intéressantes. J'hésite seulement à vendre avec mes 40% de plus-value car ils sont en train de tuer Maserati avec leur lubie de voitures électriques. Ensuite du XRP, puis LVMH. Donc LVMH, tu nous dis vendu en décembre 2023 pour acter la moins-value pour les impôts et racheter accidentellement au plus bas à 670. J'aime beaucoup Bernard Arnault et surtout leur système de croissance externe. Et oui, LVMH, ça fait partie pour moi des entreprises de qualité en Europe et des rares entreprises de qualité qu'on a en France. Ensuite, tu as du Visa. Sur Visa, tu m'as pas donné de détails, je crois. Donc c'est une position que j'ai aussi, que j'ai acheté récemment. Ensuite, tu as du Fortinet que j'ai aussi. Pour Fortinet, tu as dit, suite à ta vidéo, j'ai analysé les autres concurrents de Fortinet. Entre autres, tu as conclu que Palo Alto était clairement une entreprise de qualité inférieure à Fortinet. Je me suis renseigné et j'ai trouvé que Nancy Pelosi a pris position sur Palo Alto, ce qui m'a fait grandement hésiter sur cette position. Cependant, je reste confiant car les trades de Nancy Pelosi ne sont publiés que 2 mois après avoir été pris et ils sont donc assez peu fiables. Je trouve que c'est une entreprise de grande qualité et que la bulle de l'IA va également se transférer dans les entreprises de cybersécurité. Je spécule sur le fait que ces entreprises pourraient avoir dans le futur pour cœur de métier de certifier des vidéos déterminant si elles ont été créées par une IA. Donc pour Palo Alto, pour moi c'est un peu comme Airbnb Booking, c'est quand même une bonne boîte, mais je place Fortinet au-dessus de mon côté. Après, je sais pas si c'est une bonne idée pour de l'investissement à long terme de s'inspirer de Nancy Pelosi, enfin perso je prends pas ça en compte du tout. Et ensuite t'as du Cardano, donc une crypto, un ETF Chine, et Polkadot, je sais pas, j'imagine que c'est une crypto aussi. Et ensuite, tu m'as dit que tu avais aussi vendu une position sur Bank of China et du Total Energy Gabon, et puis aussi du Air Liquide. Donc si on fait un bilan global de ton portefeuille sur la partie action spécifiquement, donc on voit que tu as des boîtes déjà de qualité, Alphabet, Amazon, Ferrari, Booking, Microsoft, alors Stellantis je connais pas trop, donc là je peux pas me prononcer, LVMH, Visa, Fortinet. Donc ça c'est un point positif. Autre point positif évidemment le fait que tu aies commencé à investir très jeune, ça fait une grosse différence après. Et si je devais donner un point entre guillemets négatif ou d'attention, c'est je pense qu'il ne faut pas négliger la valorisation. Et si on a parmi vous qui veulent que j'analyse leur portefeuille, je mettrai l'email auquel envoyer vos portefeuilles dans la description. Il doit m'en rester encore un ou deux que j'avais reçus. Et donc si vous m'envoyez vos portefeuilles, expliquez-moi un petit peu votre situation, votre stratégie, comment vous choisissez vos actions. Et puis vos différentes positions avec le pourcentage que chacune représente, dans l'idéal, la valorisation et le prix d'achat, etc. Enfin, histoire que j'ai quelques éléments. Et puis voilà, donc je vous mets le lien en description. Et puis pour terminer, dans la description, vous avez aussi le lien vers mon site d'analyse d'actions et communauté privée d'investisseurs. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!